Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui à la une de votre épisode. Le gouvernement a annoncé vouloir augmenter le budget de la défense, mais se retrouve face à un déficit plus haut que prévu. Aujourd'hui, c'est totalement irréaliste. Des chercheurs se sont penchés sur le cas du gouvernement bruxellois qui peine à se former, en donnant plusieurs propositions pour éviter le pire. Et bien à la fin, il y a ce risque de crise de liquidité. Restez à l'écoute pour votre plein d'analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. 4,5 milliards d'euros cette année, c'est ce que devrait coûter l'augmentation du budget de la défense à 2% du PIB. Selon le dernier rapport du comité de monitoring, le déficit budgétaire atteint 23 milliards d'euros, soit 2,5 milliards de plus que prévu. D'après l'économiste Bernard Kepen, ces chiffres compliquent les ambitions de la Belgique. Aujourd'hui, c'est totalement irréaliste. En plus de ça, on est dans un contexte où la croissance au niveau européen et en Belgique est en particulier étant assez faible. Je pense qu'il y a un effet d'annonce aujourd'hui. On se sent un peu obligé d'être dans la tendance globale et générale, mais on sait très bien qu'on n'en aura pas les moyens et on n'aura pas le temps en plus de le mettre en place. Le nouveau gouvernement n'a pas annoncé mettre en place des mesures pour faire face à ces dépenses. Aujourd'hui, dans la déclaration du gouvernement, on n'a pas beaucoup de pistes. Je vais en citer une, c'est l'objectif d'avoir un taux d'emploi de 80%, qui lui va nous permettre de générer des revenus complémentaires. On sait bien que ce niveau-là, c'est 80%, est aujourd'hui inatteignable à court terme. Il faudra peut-être 5 ou 10 ans, et encore, c'est peut-être même optimiste. Donc on n'aura pas ces revenus complémentaires. La Belgique pourra bénéficier d'un emprunt de 150 milliards d'euros grâce au plan Rearm Europe. En revanche, l'assouplissement permettant aux États membres d'utiliser 1,5% de leur PIB pour la défense sans risque de procédure pour déficit excessif nous est moins favorable. Proportionnellement, l'impact est différent d'un pays à l'autre. Bernard Kepen, toujours. Puisqu'on parle d'1,5% du PIB, donc l'impact pour la Belgique est moins que pour la France ou que l'Allemagne, par exemple. Donc on peut dire quelque part que la Belgique est un peu déforcée par rapport à cette mesure, puisque les petits PIB sont les moins impactés positivement dans cette mesure de l'Europe. Le défi est aussi d'éviter que l'investissement européen profite principalement aux États-Unis. Il faut aussi être capable, nous, en Europe, de fournir les instruments dont on a besoin, l'électronique, la couverture au niveau des drones, etc. Si l'Europe n'est pas capable de le fournir, on a besoin d'une défense aujourd'hui. Et donc, on doit d'abord investir dans les moyens que l'on a. Et si les moyens sont américains, on est bien obligé de passer par les Américains. On a pris tellement de retard en termes de défense européenne qu'on n'a pas une industrie de la défense qui est capable de répondre à tous les défis à court terme. Les importations d'armes des membres européens de l'OTAN ont doublé en 5 ans et dépendent à plus de 60% de l'armement américain. Actuellement, le gouvernement se dirige vers plusieurs solutions pour composer avec ces nouvelles dépenses. Z sur 7 à la une. 8 mois sans gouvernement à Bruxelles ont poussé des universitaires francophones et néerlandophones à proposer 5 alternatives à un gouvernement classique. Parmi ces propositions, un gouvernement d'union régionale sans le Vlaams-Belang, exclu par le cordon sanitaire. Émilie Van Hout, politologue à l'ULB, explique les particularités de ce gouvernement. Union régionale, c'est quoi ? C'est tous les partis politiques représentés en Parlement qui s'unissent pour sortir de la crise. Le pendant de ça, c'est que tous les partis doivent s'unir, c'est-à-dire lever tous les vétos qui existent aujourd'hui des uns envers les autres. Dans cette approche, le PS devrait accepter de travailler avec la NVA et les citoyens seront invités à participer sous forme de recommandations. Ces concepts, comme l'explique Guillaume Delvaux, doctorant en droit constitutionnel à l'UCL, on les retrouve déjà dans d'autres pays. C'est ce qu'on a vu en Italie dans le cadre de la crise 2011. Là, le gouvernement de Mario Monti a pu prendre des mesures assez dures que des partis politiques n'auraient peut-être pas pu prendre eux-mêmes au risque d'être vraiment impopulaires. Mais en disant ça, je montre aussi le revers de cette piste-là, parce que le revers, c'est la question de la légitimité derrière et le fait qu'on peut avoir des experts qui peuvent paraître un peu dépersonnalisés, en fait, des experts froids et techniques. L'objectif, éviter l'intervention fédérale.
C'est la solution extrême à laquelle on n'a pas du tout envie d'arriver parce que ça rime avec une diminution de l'autonomie bruxelloise, puisque si on arrive là et que donc la région n'a pas d'autre choix que de demander de l'argent au fédéral et que le fédéral alors prête de l'argent avec des conditions, l'autonomie diminue. Pour l'instant, le gouvernement en affaires courantes vote tous les 3 mois des 12e provisoires, une version similaire du budget 2024, mais la région pourrait se retrouver face à un manque de financement. Guillaume Delvaux pour terminer. On va avoir l'évaluation à partir du mois d'avril de la dette de la région par Standard & Poor's, résultat en juin. On pourrait avoir dans ce cas-là une dégradation de la note qui pourrait entraîner une augmentation des taux d'intérêt et donc des charges, puisque la région doit payer pour pouvoir emprunter. Donc ça veut dire plus d'argent public qui part pour payer la dette, ce qui peut encore augmenter le déficit. Et donc si ce processus continue sans que quelqu'un n'intervienne, à la fin, il y a ce risque de crise de liquidité. Ces pistes ont été présentées au duo d'informateurs chargés d'apaiser les tensions. Si l'une de ces initiatives venait à se concrétiser, elle devrait obtenir l'accord des partis politiques et des élus du Parlement, tant francophones que néerlandophones. Z sur 7 à la une. En 2024, L'Empire des Lumières de René Magritte est le tableau qui s'est vendu le plus cher dans le monde. De quoi mettre en lumière les artistes belges à l'international dans un marché de l'art contemporain globalement en déclin. D'après le dernier rapport d'ArtPrice, le produit mondial des ventes aux enchères a chuté de 33% en 2024 pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2009. Cette œuvre de René Magritte, L'Empire des Lumières, a remporté après un combat de 10 minutes 121 millions de dollars. C'est un record absolu déjà pour une pièce d'un artiste belge. C'est la première fois qu'on dépasse les 100 millions. Christine de Schatsen, directrice de la galerie Patrick de Rome. Les grosses pièces, les pièces importantes, ce qu'on appelle les blue chips, ont de l'intérêt, ont de l'attention, mais il y a peut-être un peu moins d'insouciance et un peu plus de prudence. Bien que la valeur du marché soit redescendue à ses niveaux pré-Covid, le nombre de transactions de son côté affiche des records. Ce sont cette fois-ci les pièces plus accessibles qui sont au devant de la scène. C'est une chose très positive dans l'art actuellement, c'est que sans doute l'ouverture aussi par Internet et par les ventes en ligne et par le fait que énormément de choses sont visibles sur les réseaux sociaux, il y a une nouvelle génération d'acheteurs. Ce nouveau public crée une nouvelle base d'acheteurs pour des pièces plus chères. Le pouvoir d'achat est là, mais les grands maîtres ne se vendront peut-être plus au prix record de la sortie du Covid. Z sur 7, la tech au quotidien. Un journaliste de Trends Tendance épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Aujourd'hui, Vincent Genot, journaliste chez Trends Tendance, nous parle de l'informatique quantique. Les progrès dans ce domaine semblent s'accélérer. Les ordinateurs quantiques se commercialisent et des percées scientifiques majeures devraient voir le jour d'ici quelques années, grâce notamment aux investissements croissants des géants du cloud, de nombreuses startups et même des banques et des laboratoires pharmaceutiques. Alors pour commencer, comment fonctionne l'informatique quantique ? L'informatique quantique repose sur un principe fondamentalement différent de celui des ordinateurs classiques. Alors que ces derniers utilisent des bytes pouvant prendre 2 valeurs, à savoir le 1 ou le 0, les ordinateurs quantiques fonctionnent avec des qubits. Cette caractéristique permet aux ordinateurs quantiques d'exécuter les calculs à une vitesse exponentiellement supérieure à celle des machines traditionnelles. Au niveau des dernières avancées, Microsoft a présenté mi-février une technologie quantique fondée sur un nouvel état de la matière, non solide, gazeux ou liquide. Toutefois, la stabilité de ces qubits représente un défi majeur nécessitant des environnements ultra froids et une correction des erreurs avancées pour garantir la fiabilité des résultats. Mais théoriquement, les ordinateurs quantiques peuvent analyser simultanément un nombre énorme de résultats potentiels. Selon IBM, en tirant parti de la physique quantum, les ordinateurs quantiques pleinement réalisés seraient capables de traiter des problèmes extrêmement complexes à des vitesses plusieurs fois supérieures à celles des machines modernes. Pour un ordinateur quantique, les défis qui peuvent prendre des milliers d'années à un ordinateur classique peuvent être réduits à quelques minutes. Dans ce contexte, quels sont les domaines d'application de cette technologie ? Dans la recherche pharmaceutique, elle accélère la découverte des nouvelles molécules, facilitant ainsi la mise au point de traitements plus efficaces. En ingénierie des matériaux, elle permet de concevoir des structures inédites aux propriétés améliorées. Le secteur de la finance y voit un outil puissant pour optimiser les modélisations et les prévisions économiques. L'association de l'informatique quantique avec l'intelligence artificielle ouvre également des perspectives inédites, notamment pour les systèmes de prise de décision avancés et plus intuitifs.
En matière d'intelligence artificielle, l'informatique quantique est également considérée comme le seul moyen de parvenir à une IA dite super intelligente, dotée de capacités cognitives supérieures et mieux capable de nous comprendre. Pour terminer, quels sont les défis et les enjeux de son développement ? L'informatique quantique est encore à ses débuts et fait face à plusieurs défis techniques et économiques. Des géants du cloud, comme Amazon, Microsoft et Google, investissent massivement pour surmonter ces limitations et améliorer la fiabilité des systèmes quantiques. En décembre, Google a d'ailleurs donné naissance à Willow, une puce quantique censée réduire considérablement ses erreurs. Plusieurs ordinateurs quantiques sont déjà opérationnels et IBM a récemment assuré à la chaîne CNBC que ses services d'informatique quantique lui ont déjà rapporté $1 milliard. Mais il s'agit de cas d'usage encore très limités, pour l'essentiel liés à la recherche. Quand cette technologie sera plus au point, le marché de l'informatique quantique passera d'abord par les serveurs disposant de puces et systèmes adaptés pour de nouvelles applications. Et sans trop de surprise, le dernier ordinateur quantique de China Telecom Quantum Group serait actuellement l'ordinateur le plus puissant de la planète. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. En parallèle à la reprise des marchés boursiers chinois, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, est réapparu aux yeux du public lors d'un symposium d'entreprises technologiques chinoises. Cette année, Alibaba a progressé de 72% à la bourse de Hong Kong. L'entreprise a également gagné 10% supplémentaires lorsqu'elle a présenté son modèle d'IA encore plus efficace que DeepSeek. Éric Joly de la banque ABN AMRO revient sur cette croissance du marché chinois. Jack Ma a été vu récemment sur le premier rang lors d'un séminaire qui avait été organisé par et pour les sociétés technologiques chinoises. Était présent également le président Xi. Les deux hommes se sont d'ailleurs serré la main. Et n'oublions pas qu'Alibaba en bourse depuis le 1er janvier a quand même su gagner plus ou moins 60%. Et très récemment encore, ils ont quand même épaté bon nombre d'investisseurs en présentant un modèle d'IA qui serait encore plus efficace en termes de données, plus efficace que le modèle qui a été présenté par DeepSeek. L'évolution du secteur technologique en Chine, à l'image des avancées de DeepSeek et du modèle d'IA d'Alibaba, ravit le président. Je pense qu'il va essayer en tout cas de continuer à surfer sur cette vague. N'oublions pas que le secteur technologique chinois a le vent en poupe. Et pour exemple, il y a l'indice Hang Seng Tech, qui représente quand même les 30 sociétés technologiques chinoises les plus importantes de ce moment. Et cet indice a quand même gagné plus de 30% par rapport au 1er janvier de l'année, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique. Et pour rappel, le Nasdaq, quant à lui, est en chute libre de plus de 10%. Les investisseurs se tournent à nouveau vers la Chine et son marché, après l'avoir mis de côté pendant plusieurs mois. Je vois en tout cas qu'il y a à nouveau un regain d'intérêt pour cette bourse, y compris par les investisseurs anglo-saxons, pour différentes raisons. Tout d'abord, ils constatent que la Chine veut quand même mettre en place un cadre de réglementation, y compris pour le secteur technologique, donc c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, le président Xi qui a quand même déclaré que la Chine allait traiter de la même façon les sociétés chinoises privées que les sociétés étatiques. Et alors, troisièmement, quand même cette volonté de la part du gouvernement de relancer et de stabiliser l'économie. Et comment est-ce qu'elle va le faire? Vraisemblablement en relançant et en proposant de nouvelles mesures. Ce n'est pas encore un bazooka, soyons clairs, mais au moins il y a déjà le fait qu'ils reconnaissent qu'il y a un problème dans l'immobilier, comme on le sait tous, et qu'il y a un problème dans la consommation privée également. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement chinois prend des mesures pour relancer l'économie. Je me permets peut-être de vous citer un seul chiffre, 4%, ce sera le pourcentage de déficit budgétaire pour 2025. Ce pourcentage est nettement supérieur par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Et pour moi, ça montre quand même la volonté de ce gouvernement de prendre des mesures de relance afin quand même de faire en sorte que la consommation privée reprenne des couleurs. Le marché chinois, qui dépend fortement des exportations, va devoir faire face aux menaces des tarifs douaniers de Donald Trump.
Jusqu'à présent, qu'a fait Donald Trump? Il a instauré des droits de douane supplémentaires de l'ordre de 20%. Or, il avait dit qu'il allait mettre 60%. Donc, ok, certaines réticences. Du côté chinois, on constate que leur réaction est tout à fait calme, hein, donc ça ne bouge pas beaucoup. Donc oui, ça c'est un premier point. Deuxième point, faut quand même pas oublier que les sociétés chinoises sont devenues nettement moins dépendantes des États-Unis. Il y a 8 ans, presque 20% de toutes les exportations chinoises vers les États-Unis, ils étaient clairement dépendants de ces exportations des États-Unis. Aujourd'hui, ce pourcentage est retombé à 15%. Les investisseurs peuvent observer le marché chinois, mais il faudra rester prudent en cas d'investissement face à un marché en croissance, mais encore trop volatile. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Anne ? Demain, Peter de Keyser donnera son point de vue sur la situation actuelle des investissements pour la défense en Europe. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.